Chapitre 7. Il faisait nuit sur les désolations. La région était sablonneuse et plate, une grande cuvette recouverte de broussailles et de poussière qui faisait crisser les dents et vous gratter la peau. Les étoiles brillaient fort par-dessus, sans qu'aucune pollution lumineuse ne vînt les perturber. Un éparpillement de petites têtes d'épingles ivoire sur le champ profond de l'espace. La lune dessinait son croissant déclinant qui rendait les collines lointaines d'un doux bleu dans le noir. Achilla remontait la crête d'un pas boiteux, en sentant ses articulations lui faire mal, à la fois celles d'origines et les autres, mécaniques. Son treillis pendait de façon un peu trop lâche autour de sa carrure ces temps-ci, lui qui remplissait plutôt bien sa tenue de combat autrefois. Elle lui donnait fière allure, et cela avait signifié beaucoup pour lui. Les choses étaient supposées être devenues plus courtoises et civilisées, mais le vieil adage qui disait que les femmes appréciaient les beaux soldats lui avait toujours semblé vrai. Il avait couru beaucoup d'endroits, beaucoup de campements, en bougeant au fil des campagnes qui paraissaient ne jamais vraiment s'arrêter, et il s'était bien amusé. Malgré tous les changements, à la guerre, certaines choses demeuraient constantes. L'alcool, l'ennui, le fait de devoir tuer le temps. Et entre ces longues accalmies, passé dans les rades et les bars à âme à sec avec un bras enroulé autour d'épaules amicales, revenait le frisson soudain quand tout ça éclatait encore une fois. Achilla aimait beaucoup se battre. Dans les premiers jours, il l'avait fait pour la solde, qui lui avait donné ce qu'il lui fallait pour se payer ses quelques augmentiques de bonne qualité auprès des sutureurs de Mumbai Rashtra. Pendant longtemps, les affaires avaient été florissantes, et il suffisait pour ça de rester en vie. Son œil droit était un oculus de ciblage, sa main droite avait reçu un étayage au tungstène, et ses deux jambes avaient été dépecées et reconstruites avec des boosters musculodermiques. Il s'était opposé à ce que des atténuateurs de douleur soient intégrés à son système nerveux, parce qu'ils atténuaient aussi le plaisir, et sa priorité avait été là à l'époque. C'était le bon vieux temps. Les gares étaient fréquentes, courtes et localisées. Personne n'était assez puissant pour écraser qui que ce soit d'autre. Jamais entièrement, et tout était toujours une question d'escarmouches et de raids, vite terminés, vite payés. Il ne se rappelait pas quand les choses avaient commencé à changer. Quelqu'un, il y avait longtemps, lui avait parlé d'un empereur du Sud, ou de l'Ouest peut-être, en train d'absorber les petits royaumes. Peut-être Yulia, ou bien Eleonora, mais il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, car il circulait toujours des histoires d'empires qui absorbaient les petits royaumes, racontées avec espoir ou avec crainte, selon la perspective. Mais cette fois-ci, l'histoire était vraie. Le travail s'était mis à se tarir, et pour la première fois, Achilla avait dû voyager pour en trouver. Des frontières commençaient à se tracer, avec des tours de guet et des patrouilles. Les paramètres de l'existence s'étaient réduits, tandis que les combats devenaient plus âpres, moins amusants. Des armées commençaient à apparaître, avec de bien plus beaux uniformes et des meilleurs fusils. Pire, elles n'étaient pas payées au résultat, mais comme des troupes professionnelles. Après avoir failli mourir au cours de cet épisode à côté de la dépression arabéenne, il avait été temps pour lui de réfléchir sérieusement. Il s'avérait que pendant tout ce temps, la plupart des gens n'avaient pas vraiment aimé les soldats, à part les commanditaires, ceux qui possédaient l'argent et les armes. Les choses étaient donc devenues périlleuses. Une humeur de vengeance flottait dans l'air. Le bon vieux temps était plutôt considéré par une majorité inquiétante comme une sale époque, et des rumeurs de lynchage commençaient à tourner. Alors Achilla avait fait ce qu'il avait toujours fait, et s'était adapté. Il était allé à l'est, puis au nord, en gardant ses prothèses bioniques enveloppées et hors de vue, en épuisant lentement ses réserves d'argent du dernier gros contrat et en cherchant une voie de sortie. Partout où il allait, c'était la même histoire. L'empereur, l'empereur, l'empereur. Plus il avait voyagé, plus ses yeux s'étaient ouverts. On se remettait à bâtir des choses, des villes, des ports, des usines. Les petits royaumes étaient vraiment en train de tomber. Ils s'écroulaient de plus en plus vite chaque année, leurs ressources et leur population avalées par cet animal énorme qui semblait soudain être partout à la fois. Les gens l'appelaient l'Imperium. Toute une langue avait été ressuscitée avec lui, pleine de grades ahurissants et de termes de statut, et une même icône qui se répétait sur 1 millier d'étendards différents. Une tête d'aigle entourée d'éclairs. Tout le monde avait l'air d'aimer cet emblème. Là où ses bannières flottaient, l'ordre ennuyeux était restauré.
C'était un triste spectacle, mais qu'on ne pouvait pas défier, du moins pas pour l'instant. Achilla trouva un régiment impérial qui recrutait dans la région industrielle de l'hyperconurbation de Rouinge et consacra ses tout derniers moyens pécuniaires à faire effacer les signes les plus accablants de sa vie passée. Il s'avéra qu'il n'aurait pas dû se donner cette peine. Le besoin en soldats était presque intarissable et les officiers prêtaient très peu d'attention à la provenance de leurs recrues. Ils n'avaient guère le choix, pour être honnête, car Terra était peuplée de beaucoup d'autres comme Achilla, qui se ressemblaient tous et avaient le même passé à raconter. Alors les combats avaient recommencé. Ce n'était plus aussi amusant maintenant, comme il fallait qu'il s'insère dans des bataillons et qu'il suive des ordres, mais il était payé. Il vit encore davantage du vaste monde, qui était en train d'être façonné et remodelé à une telle cadence que personne ne savait exactement quoi en penser, à part ces guerriers terrifiants du nouvel impérium, qui en foulaient les frontières comme les sentinelles bardées d'or d'un âge oublié. En une occasion, Achilla avait même observé l'un d'entre eux de loin. Lui-même aurait dû se concentrer sur son propre combat, sur l'ordre d'avancer le long d'un canal d'irrigation à sec pour prendre d'assaut une station de pompage désaffectée, mais une fois qu'on apercevait un de ces types dorés, tout le reste paraissait vaguement ne plus rimer à rien. Il s'était servi de son vieil augmentique pour mieux y voir, et à une portée de presque 3 kilomètres, il avait donc regardé toute la scène se dérouler. Il ne pouvait même pas compter le nombre d'ennemis que l'autre tuait. Il n'arrivait même pas vraiment à voir comment il faisait ça, tellement tout allait vite. Ce type ne se servait pas d'une arme à feu, comme n'importe qui de sensé, mais d'un genre de lance enveloppée d'électricité. Il tranchait dans la roche et coupait à travers la maçonnerie comme si ça n'était rien. Un vieux blindé rouillé fut renversé d'un coup de pied, puis taillé en lambeaux de métal brûlant. Achilla en avait été effaré. Un niveau de puissance pareil était injuste. Il ne pouvait pas y avoir de plaisir à en tirer. Il n'y avait aucun risque que qui que ce soit parvienne seulement à lui porter un coup chanceux. Rien n'indiquait même que de l'argent changeait de main avec ces choses, ce qui était une aberration. Se battre pour rien, sans aucune récompense décente pour service rendu, était le penchant le plus pervers de tous. Alors il avait éteint son œil augmentique et était retourné à ce que lui-même était supposé faire. Pour autant, il n'avait jamais oublié. Dans les villes, on brandissait ses bannières à la tête d'aigle et on célébrait le retour de la civilisation. Mais au dehors, dans les déserts et les ruines, à la pointe des combats, des monstres étaient lâchés. Et peu importait s'ils étaient parés d'or et d'écarlate, s'ils avaient l'air de quelque chose de noble et de raffiné, parce que rien de noble et de raffiné ne pouvait être capable de telles choses. Ça n'était que les apparences, et Achilla le savait, lui qui s'était retrouvé en conflit avec elle, plus souvent qu'à son tour. Après quoi il avait gardé profil bas. Il était allé là où on lui disait d'aller. Il n'avait pas trop prêté attention aux noms et aux lieux, car moins on en savait, et mieux cela valait. Il s'était mis à boire pour oublier, plus que pour le plaisir, et cela avait eu des conséquences prévisibles. Il avait pris de l'âge. Ses implants avaient commencé à lui faire mal. Son histoire, aussi ignoble qu'elle fût, se dirigeait vers sa fin, de toute évidence. Il s'était laissé glisser en marge de la nouvelle société. Il s'avérait qu'il y en avait d'autres à ne pas complètement apprécier la façon dont les choses étaient en train de tourner. Certains étaient des agitateurs et des voleurs, certains étaient fous. D'autres étaient comme lui et n'avaient jamais vraiment trouvé leur place nulle part. D'autres, découvrait-il, avaient des visées plus profondes. Lentement, par un processus dont il avait à peine conscience, il s'était retrouvé tout au bord, mûr pour les chuchotements qui couraient encore à travers l'atmosphère de plus en plus propre, si l'on savait où écouter. La loyauté était une chose étrange, se disait Achilla. Il ne s'était jamais considéré loyal à grand-chose, et pourtant, il se trouvait là, revenu là d'où il était parti, à faire ce qu'il avait fait toutes ces années auparavant. À présent, le danger était plus grand, bien plus grand. Ses chances de survivre à cette année étaient plus minces qu'elles ne l'avaient jamais été. Mais au moins, il s'amusait à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Il y glissa, en se tordant la cheville sur un caillou tandis qu'il claudiquait vers la crête. Il s'appuya sur sa carabine à pointe, une arme archaïque, presque aussi longue qu'il l'était, et reprit son souffle. L'air était frais,
et allait rapidement refroidir encore à mesure que la nuit progresserait. En dessous de lui, étalé dans la faille en contrebas, se trouvait le détachement avancé. L'atmosphère nocturne charriait un goût de prométhium et bourdonnait du grondement sourd de centaines de moteurs au point mort. Des lampes à sodium clignaient au milieu des coques sombres, trahissant le mouvement de milliers de fantassins. Sur le côté, protégés par 2 lignes de blindés lourds, les transports d'approvisionnement attendaient. Des drones trackers rôdaient au-dessus des têtes, d'un noir de poids et presque silencieux. Achilla sentit une impulsion contre son cou. En reniflant, il décrocha le traceur à sa ceinture. Son pouce, trahissant les méfaits de son âge, balaya d'un mouvement raide la cellule d'identification. Il fallut un moment à la bobine de transmission avant qu'elle ne se mît à luire. Un simple message, celui qu'ils avaient attendu depuis des semaines. Il resta à le fixer, en vérifiant qu'il s'agissait bel et bien de celui-là. Il sentit son cœur grinçant accélérer, se mettre à battre plus fort, comme au bon vieux temps. Son visage tanné se fendit dans un sourire. « Exécution », lui ordonnait le traceur. Dans tout le rift, des milliers d'autres appareils similaires devaient signifier la même chose. À ce signal, les centaines de moteurs s'éveillèrent en toussant leur fumée. Les drones redescendirent en s'apprêtant à être rangés dans leurs engins porteurs. Les phares des véhicules s'allumèrent en projetant une longue aura d'or sale sur la steppe éclairée par la lune. « Ça y est, on va le faire », se dit-il, en redescendant la pente vers son propre transport. Chemin faisant, il vérifia 2 fois la cellule d'alimentation de sa carabine, et l'acte en lui-même lui procura un sursaut de bien-être. Les premiers camions s'ébranlaient déjà. Il allait falloir des heures rien que pour évacuer le site d'étape, tant le volume rassemblé ici était important. Des rejetés, des bons à rien de toutes sortes, motivés par ceux qui croyaient vraiment. Mais le trajet allait leur paraître court. « On est parti. On va le faire », se répétait Achilla, en s'empressant de rejoindre son unité, sans même savoir, ni se soucier de savoir d'où l'ordre était venu, car de telles choses n'avaient jamais revêtu d'importance pour lui. Seulement l'essentiel. Il repartait se battre. C'était dans l'ordre des choses. Au début, il n'y avait pas eu de hauts seigneurs. L'Empire, dans ses premiers jours, n'avait réclamé que des généraux, et bien peu nombreux. L'empereur avait toujours été présent, et il était l'astre central autour duquel tournait tout le reste. Pour beaucoup, l'empereur et l'impérium étaient pratiquement synonymes, l'un étant le reflet de l'autre. Cette simplification n'échouait pas cependant à saisir une vérité essentielle, qu'à part lui, il n'y avait pas de différence substantielle entre ce nouveau pouvoir et tous les autres qui, avant lui, avaient brièvement prévalu. Dans le langage des anciens logiciens, l'empereur était une composante nécessaire de l'impérium, bien qu'elle ne suffît pas à le définir. Et bien sûr, il y avait Malcador. Malcador est l'empereur, l'empereur est Malcador. Nul ne savait lequel avait précédé l'autre. Les rumeurs étaient légion. Certaines prétendaient que Malcador avait été la toute première création génétique de l'empereur. D'autres affirmaient qu'ils étaient jumeaux, l'un ayant reçu la force et l'autre la ruse. D'autres disaient que Malcador avait parcouru la terre en récoltant les éclats d'un plus grand tout et avait créé l'empereur comme un être composite d'une puissance infinie. Des rumeurs persistaient, de rites chamaniques ayant été menés, bien qu'il ne fût jamais facile de déterminer par qui, pour qui et avec qui. Beaucoup vénéraient à moitié Malcador. Beaucoup plus nombreux étaient ceux à le craindre en secret et à le détester, à faire courir le bruit qu'il murmurait ses mensonges à l'oreille de l'empereur afin d'écraser les indigents et d'accaparer les richesses. Avec Malcador, la seule chose de certaine était qu'il connaissait l'existence de ces histoires et qu'il avait dû intervenir dans leur propagation en prenant soin de s'assurer que toutes étaient fausses. L'essence de Malcador était de ne pas en avoir. L'homme était une ombre, comme un souvenir, un pâle reflet de l'âme supérieure qui marchait à côté de lui. Sa puissance, colossale en elle-même, était celle de la déflexion et de l'incertitude.
L'empereur aurait pu raser une montagne en prononçant un seul mot empreint de vérité. Malcador l'aurait érodé au fil d'un millénaire de mensonges. Puis venait Valdor, le champion en armure dorée. Bien qu'en apparence membre du triumvirat, il servait en réalité les deux autres. Il était le banneret, le porteur de calice, le pourvoyeur de crâne. Si le doute régnait quant aux origines des deux autres, il n'y en avait aucun le concernant. Valdor avait été façonné, créé depuis une souche terrienne. Peut-être y avait-il eu d'autres capitaines généraux, ou des tentatives ratées d'en créer un, mais Valdor était celui qui avait perduré. Il était celui dont était né le moule, jamais brisé par la suite, de la Legio Custode. Valdor eût-il été un homme différent que peut-être les custodiens l'eussent été eux aussi. Le personnage était sévère, réservé, intelligent et sec. Ainsi l'étaient-ils tous. Peut-être cela résultait-il du processus de leur création ou de l'influence qu'avait leur capitaine sur eux. Le vieux débat entre l'inné et l'acquis. Même pour des demi-dieux, la question pouvait continuer de faire rage. En dessous de ces trois-là, pendant longtemps, il n'y avait rien eu. Des soldats, des scientifiques, des constructeurs, des artisans, oui, mais pas d'hommes d'État, pas de conseillers. Il n'y en avait pas eu besoin au début, car qui aurait pu soutenir la comparaison avec ce trio originel d'êtres surnaturels ? Quel conseil de tel Léviathan aurait-il pu recevoir des masses crasseuses d'une humanité peureuse et brutale ? Ce n'était qu'à la chute des premières villes que les choses avaient commencé à changer. Une armée conquiert, une administration dirige. Dès le départ, les intentions de l'empereur avaient été claires. Revenir aux méthodes du passé, imposer une loi, bannir la superstition et la religion, amorcer une nouvelle ère de découverte. Les sujets de l'impérium s'étaient d'abord comptés par milliers, puis par centaines de milliers, puis par millions. Même les plus puissants des seigneurs de guerre n'auraient pas pu régner sans aide sur un tel nombre. Alors pour commencer, étaient apparus les magistères temporels, des dirigeants de contrées chargés de veiller à la taxation et à la sécurité une fois les armées parties vers de nouvelles conquêtes. Ceux-là avaient vite reçu le renfort des seigneurs civils régionaux, partageant la responsabilité des ensembles de provinces en expansion. Pendant une période de près de 70 années, ce système avait tourné bon an mal an, souvent dépassé par les nombreuses exigences d'une population croissante. Des émeutes de la faim avaient éclaté en Asie Majoris, des déstabilisations de la monnaie au sein du bloc indonésique, et partout ailleurs couvait un ulcère de désordre et de sédition intermittent. L'empereur était resté en guerre tout ce temps durant, ou coupé du monde, occupé à ses nombreux programmes scientifiques, et ne pouvait donc se charger de chaque petite dispute et du moindre soulèvement. Une fois que les contours du palais eussent été érigés, et la capitale de l'impérium installée en Himalaisie, des racines plus durables avaient pu être mises en place. Il fut donné forme à des règles de gouvernance, tracées, disait-on, par Malcador, qui firent partie des préceptes initiaux de la Lex Pacifica. Les seigneurs civils devinrent le second échelon de commandement, supervisé par 4 hauts seigneurs civils, chacun détenant la responsabilité non pas d'une zone géographique, mais d'un domaine de gouvernance. Le seigneur commandant militant des armées impériales, le maître de l'administratum, le prévôt maréchal de la divisio arbites et le chancelier des domaines de l'impérium. Les individus en question ignoraient eux-mêmes à ce stade si un tel arrangement était appelé à durer, ou s'il serait balayé ou modifié par les vagues de changement. Mais pour l'heure, le plus haut degré d'autorité après celle directe de l'empereur avait été établi. Certains anciens schémas ne furent pas réadaptés. Il n'y eut jamais de mandat démocratique, car la situation du monde était trop précaire pour laisser les masses influer sur la direction du voyage. Cela avait toujours été une dictature, dirigée par un seul être, mais avec la promesse d'une gouvernance bienveillante en son cœur. Les hauts seigneurs n'étaient pas des figures de proue, pas plus qu'ils n'étaient des hommes de paille. Tandis que l'empereur parcourait les anciens continents en ruine à la tête de ses armées géno-améliorées, c'était à eux que revenait d'allouer les maigres ressources, de superviser les actions du maintien de la loi, de reconstruire tout ce que des générations plus négligentes avaient délibérément abandonné.
Comme le disait Noum Retreva, le premier maître de l'administratum, « Ils sont l'épée, et nous sommes la plume. » Il existait un vieux proverbe relatif à la force de chacune, mais je ne me rappelle plus sa formulation précise. Tous avaient connu un chemin tortueux jusqu'à leur poste élevé. Retreva était né pour régner. Il descendait de l'une des anciennes familles de sang pur de la côte ouest de l'Amérique ravagée par les charges atomiques et disposait d'une prodigieuse richesse. Le choix de lier son sort à celui du nouvel impérium lui avait été facile, car les puissants savaient se reconnaître entre eux. Il avait amené avec lui le noyau de 9 régiments blindés à effectif complet et des cryptes entières de précieuses technologies et méritait pour cela une certaine récompense. C'était un homme cynique, avec un don pour l'enrichissement personnel, mais aussi d'une rigueur formidable. Sous ses auspices, l'efficacité de l'administratum s'était accrue rapidement en intégrant des centaines d'officiers, ou adeptes, comme le gothique les désignait de plus en plus. Pélops Dravagor, le chancelier des domaines de l'Imperium, était la créature de Retreva. Clissan Weya, le seigneur commandant militant, était celle de Malcador. Cela laissait le prévôt maréchal, plus haute autorité de l'Alex et maître du réseau des Arbites qui lui aussi s'étendait rapidement. Pour quelques raisons, par la faute de machinations circonvolues dont même Candavir avait du mal à se souvenir dans tous les détails, le poste n'était pas allé à un potentat de l'ancienne école comme Retreva, ni à un laquais de carrière comme Dravagor, mais à une réfugiée d'Afrique, qui s'était fait un nom dans les tribunaux chaotiques et les cellules d'arbitrage de l'Himalasie. Uoma Candavir, prévote maréchal. Le titre lui semblait encore étrange, presque comme une plaisanterie à laquelle il manquait encore la chute. Elle tenait entre ses doigts courts la mise en œuvre de toute loi, l'imposition de l'ordre et la suppression du désordre civil. Peut-être était-il attendu que tout cela revint à une âme autoritaire, ce que Candavir n'avait jamais été. Lorsque les guerres sont terminées, avait-elle dit à Malcador, il y avait de ça des années, avant d'avoir été confirmé à son poste et lorsqu'ils n'étaient l'un pour l'autre que des connaissances, l'histoire nous enseigne que l'armée victorieuse se retourne contre le peuple. Et qu'a-t-il pour se protéger? Des armes? Il n'en a pas. Uniquement la puissance civile. Uniquement la loi. Cette armée respecte la loi, avait dit Malcador d'une voix douce en paraissant amusé. Pour l'instant, avait-elle répondu en fixant droit le visage plissé et desséché du sigillite. Mais la conquête prendra fin un jour. Et ensuite? Où avez-vous appris l'histoire? Dans d'anciens livres vidéo récupérés du bord brûlant de l'Afrique. Telle avait été la seule réponse à lui faire. Le sigillite pouvait bien s'engosser autant qu'il voulait. Peut-être avait-il vécu assez longtemps pour se souvenir d'anciennes gloires qu'il avait observées de ses yeux, mais elle-même savait que ce que lui avait appris son père était la vérité. Toujours il en avait été ainsi, et ce serait toujours le cas. Peu importait combien cet empereur était supposé être bienveillant et généreux. Le guerrier doit être le serviteur de celui qui travaille. Ainsi se trouvait-elle de nouveau en chemin vers la tour, afin d'aller éprouver la résistance de ce mantra. Des nuages d'orage étaient arrivés en force de l'ouest du palais, en jetant une grêle sale sur les sites en chantier. Les rampants lourds et les grues pataugeaient dans les mares de boue en train de geler, leurs charges fouettées par les vents porteurs de neige humide. Cela ressemblait à une forte tempête en devenir. Il y en avait souvent de telles, qui surgissaient de l'air limpide et vomissaient leur fureur sur les enveloppes fragiles de cette capitale toute nouvelle. Malgré tout, la construction allait se poursuivre. Les techno-artisans allaient fermer toutes les trappes et les écoutilles, serrer leurs mâchoires soulignées de fer et poursuivre leurs tâches. D'une manière ou d'une autre, la cité allait continuer de s'ériger. L'engin volant était ballotté par les bourrasques, les hublots striés de couleur grise. Les feux du tablier d'atterrissage étaient brouillés et indistincts, occultés par le martèlement des grêlons. Ce fut Calix qui l'amena jusqu'à la salle, comme la fois précédente. Et tout comme auparavant, sa conversation fut des plus fastidieuses. Le temps n'est pas vraiment clément. Oui, c'est effrayant, avait répondu Candavir en se demandant si le sarcasme parvenait à atteindre ses gens. Et puis tout avait disparu derrière elle, comme la fois d'avant, en ne laissant que la salle en pierre, le marbre lisse, le vide qui résonnait.
Cette pierre n'était plus baignée par le soleil cette fois, et les fenêtres donnaient sur un maelstrom de gris qui voilait les tours à l'horizon. « Une tempête significative », dit Valdor en l'ayant accueilli d'un hochement de tête. Rien n'avait changé chez lui. Son humeur paraissait ne jamais s'altérer. Il se trouvait à nouveau là, gigantesque, vêtu de ses simples robes qui semblaient amplifier plutôt que diminuer sa présence physique extraordinaire, à parler de cette voix précise et érudite qui donnait à Candavir l'envie de hurler. « Nous en avons l'habitude ici, » dit-elle en venant prendre sa place sans en avoir été priée. Valdor était assis face à elle, le dos droit comme une flèche. « J'en suis sûr. Celle-ci va être plus violente cependant. » Il semblait ne guère y avoir besoin de préambule cette fois. Il demeurait difficile de regarder Valdor dans les yeux. Quelque chose dans ce calme prodigieux était infiniment intimidant. Mais les paramètres étaient déjà fixés. Elle avait donné l'ordre. Quelque part à l'ouest, les convois étaient en mouvement. Était-il au courant ? Y avait-il des limites à ce qu'il pouvait détecter ? Quoi qu'il en fût, de façon prévisible, il ne laissait rien paraître. « Êtes-vous prêt à commencer ? » demanda-t-elle. « Bien sûr. » Et j'ai un autre sujet en tête cette fois. Une rumeur, qui ne renferme peut-être aucune part de vérité substantielle, mais qui m'est parvenue de plus d'une source. « Voilà qui est intriguant. » Vous m'avez parlé du Shotan, dit Candavir. Vous avez indiqué qu'il y avait des problèmes connus avec les primarques des Légions Tonnerre ainsi qu'avec leurs troupes. J'ai pris connaissance d'informations à propos d'un nouveau programme, relatif à un commandement amélioré des armées impériales, qui a été tenu secret, même pour le Conseil, précisément afin de corriger ceci. Cela concernerait de nouveaux généraux, si l'on peut dire. Quelle est la provenance de cette information ? Rien de solide, comme vous pouvez vous en douter. Je n'ai jamais trop su quoi en faire, et l'administration de l'armée n'est pas vraiment de mon ressort. Elle avala sa salive en sentant sa gorge s'assécher. Mais, compte tenu de ce que vous m'avez dit sur les primarques des Kataedjis, je me demandais s'il y avait quelque chose dont le Conseil devrait être informé. C'est donc par là que vous souhaitez commencer ? Oui, si vous le voulez bien. Je crains que vous soyez dans l'erreur, haute seigneuresse. Il ne va pas y avoir de nouveaux généraux pour l'armée impériale. Mais j'ai conscience, bien sûr, de l'incident qui a engendré ces rumeurs. Activez votre module d'enregistrement, et je vais vous en parler.